Les oiseaux, de manière générale, savent nous lire. Ils nous observent plus que nous, on les observe. Ils apprennent à nous comprendre en nous observant, exactement comme nous, on pense le faire, en fait. Personne ne s'imagine le niveau d'intelligence du corbeau. Les gens pensent que c'est aussi intelligent qu'un chien. L'intelligence du corbeau est bien plus élevée. Elle est l'équivalent de celle d'un primate ou d'un dauphin. Sous couvert d'une mauvaise réputation, les gens les dédaignent. La Fontaine en a fait un bavard, Hitchcock, un tueur. Donc je vis avec Lazare, qui est un corbeau freux de 7 ans. Je suis donc capacitaire corvidé et je me suis vraiment intéressée à ces espèces au point de monter une association qui leur est complètement dédiée. Une partie sensibilisation qui va passer par de la médiation animale dans des écoles avec le corbeau pour ouvrir une réflexion sur l'environnement, la biodiversité, l'utilité des oiseaux. Alors, en ce qui concerne l'intelligence des corvidés, donc je connais plus particulièrement celle du corbeau freux, qui est celle, d'après les spécialistes, d'un enfant de 5 ans. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que cette forme d'intelligence, elle est constituée d'observation et d'adaptation. C'est-à-dire qu'il va tirer des conclusions de choses qu'il a observées, essayer de s'adapter. Personne ne s'imagine le niveau d'intelligence. Quand on parle de l'intelligence du corbeau, les gens pensent que c'est aussi intelligent qu'un chien. L'intelligence du corbeau est bien plus élevée. Elle est l'équivalent de celle d'un primate ou d'un dauphin. Il y a par exemple une expérience que je fais faire aux enfants de 3-4 ans, qui est une boîte en plastique avec plusieurs étages. Et en fait, pour récupérer un objet, il faut tirer les séparations d'étages. Aucun enfant de moins de 5 ans n'est capable d'anticiper le mouvement de l'objet qui va lui permettre de récupérer le jouet. Quand j'ai acheté moi cet objet, je pensais pouvoir occuper Lazare une quinzaine de jours, le temps qu'il comprenne le fonctionnement. Il lui a mis moins de 5 minutes à comprendre le fonctionnement. Aujourd'hui, il le réalise en quelques secondes. Alors, en période de nidification, en période hormonale, donc c'est le mâle qui va ramasser des branches. Il le fait avec la femelle, les deux peuvent ramasser les branches, mais c'est plutôt le mâle qui va être dans l'aspect construction. En fait, ils font un nid énorme, qui est creusé, qui va être tapissé de tout ce qu'ils vont trouver de doux, et la femelle se pose dessus. Donc il faut savoir que ce couple-là, c'est un couple qui est uni à vie. Il n'y a pas que l'aspect utilitaire dans le contact qu'il y a entre ce mâle et cette femelle. On va s'épouiller, c'est-à-dire se gratouiller. On va même partager des moments de tendresse. Les dortoirs peuvent être aussi des lieux communs, c'est-à-dire des lieux où on va trouver différentes espèces de corvidés et même d'autres espèces. Ils savent bien que pour leur sécurité, plus on est nombreux, plus il y a de chances qu'un individu repère un danger, donne l'alarme et sauve tout le monde. Il y a une grande tolérance pour les autres espèces, dans la mesure où de toute façon elles ne représentent pas de danger pour leurs petits. Mais en réalité, toutes les espèces vont déranger d'autres espèces. Et c'est pas parce que la pie ou la corneille ont mauvaise réputation qu'elles exercent un impact plus négatif que les autres. Alors, les corvidés sont des omnivores opportunistes. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de manger à peu près tout ce qui est comestible. Cependant, ce sont avant tout des insectivores et des carnivores. Et par défaut, ils vont ensuite manger des baies, etc., des plantes éventuellement. Le corbeau freux, lui, a une alimentation insectivore, beaucoup de larves. Quand on observe un corbeau freux, on voit très bien, contrairement aux autres espèces de corvidés, qu'il a un bec très long, très effilé et en plus dégarni à la base. C'est ce qui lui permet
d'aller fouiller dans la terre, de piquer directement pour aller chercher les larves. C'est un maillon essentiel en agriculture, puisque c'est cette prédation des larves qui nous permet de ne pas trop traiter et de ne pas utiliser plus d'insecticides que l'on en utilise déjà. C'est-à-dire que ce sont quand même les seuls oiseaux qui peuvent manger les grosses larves, les larves de hannetons, etc. Alors ce qu'on reproche le plus souvent aux colonies de corbeaux-freux dans les communes, c'est qu'elles sont très bruyantes. Effectivement, ce sont des animaux qui vont s'installer en période de nidification, souvent en ville dans des très grands arbres, et ils vont vocaliser, comme tous les oiseaux, le mâle pour se faire remarquer des femelles, pour expliquer aux autres mâles où sont les limites de son territoire, va vocaliser. Donc un rouge-gorge va vocaliser avec une voix que nous trouvons mélodieuse, et le corbeau-freux va vocaliser lui aussi avec sa voix de corbeau, qui à l'oreille humaine est très désagréable. En réalité, les deux oiseaux font la même chose, mais le corbeau-freux va être tué, et on tue des centaines et des centaines de corbeaux chaque année, simplement parce que le mâle est en train d'essayer de séduire sa femelle. Alors, ce sont des animaux qui font extrêmement attention à leur plumage, et ça passe par des toilettes au réveil et au coucher, des toilettes que j'appelle des toilettes sèches, c'est-à-dire du lissage de plumes. Pourquoi ? Parce qu'une plume en mauvais état n'est pas un bon isolant contre le froid, ne permet pas un vol correct, donc ne permet pas d'aller aussi loin pour s'alimenter, et donc met carrément en péril la survie de l'animal. On voit très souvent les oiseaux faire un mouvement de va-et-vient avec leur bec, sur une branche, sur une pierre ou même par terre. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est pour se nettoyer. Le bec est une partie très très sensible chez les oiseaux. Mais c'est aussi de la kératine qui est en pousse permanente. Et heureusement, parce que le bec c'est l'élément essentiel pour se nourrir. Donc si jamais le bec était cassé ou abîmé, ça mettrait carrément en péril la survie. Donc comme il pousse tout le temps ce bec, il est nécessaire de l'user. Et en faisant ce mouvement de va-et-vient, ils font un affûtage permanent du bec, de façon à avoir toujours un bec bien régulier. Je suis animalier professionnel. Je travaille avec des oiseaux particulièrement pour des spectacles du tournage, de la médiation par l'animal. Toute activité en fait qui met en contact des humains et des oiseaux. Le cœur de mon métier, c'est d'être médiateur, que ce soit avec des artistes, avec des personnes handicapées ou des détenus, ou sur un tournage, même avec une équipe. Mon rôle est vraiment d'être le médiateur entre les oiseaux et les différentes équipes avec lesquelles on travaille. Ouais. Les bons comportements à avoir, les bons gestes, etc. Et il faut aussi que les oiseaux leur fassent confiance. Donc moi, je fais le lien en fait entre tout le monde. Ouais. Et ensuite, je me retire et c'est eux qui travaillent. J'ai pu expérimenter vraiment des méthodes douces basées sur l'empathie et sur beaucoup de temps passé à comprendre ces oiseaux et à éliminer toute forme de contrainte en fait. Ce qui donne de très très bons résultats. Bayo, lui, il a une carrière assez exceptionnelle que beaucoup d'artistes humains lui envient. Il a tourné dans pas tous les théâtres de France, mais beaucoup. Il a fait quelques tournages aussi. Là, il travaille en ce moment avec un écrivain majeur de la littérature française qui est Pascal Quignard. Donc on est en train de tourner en ce moment un spectacle qui s'appelle La Rive dans le Noir. Donc il a une belle carrière qui est loin d'être finie. Moi, je travaille beaucoup sur l'empathie, en fait, ce qui est très difficile à avoir avec les oiseaux parce qu'ils n'ont pas du tout les codes d'expression qu'on a avec d'autres mammifères comme les chiens, les chats ou les chevaux, où instinctivement on arrive à lire certaines choses, même si on fait beaucoup d'anthropomorphisme. Avec les oiseaux, pas du tout. Leurs codes sont complètement différents. Donc en fait, moi j'ai énormément travaillé là-dessus. Et d'arriver à avoir ça avec une corneille, par exemple, m'a vraiment montré un rapport extrêmement fort, très complexe. C'est les oiseaux qui sont d'une intelligence vraiment exceptionnelle. En un coup d'œil, on se comprend. Quand on est dehors, sur un tournage, dans un champ ou ailleurs, ou dans un théâtre, il suffit qu'on se jette un petit coup d'œil,
on se comprend tout de suite en fait, parce qu'on a développé un rapport qui est très 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 subtil, qu'on peut avoir avec beaucoup d'oiseaux, mais avec les corneilles, il y a un truc spécial. Donc elles sont vraiment sensibles au regard. Après, moi je travaille ça par exemple avec des artistes où l'oiseau va être un petit peu timide avec eux, c'est d'effacer les regards, de mettre un petit peu de timidité dans le regard, et l'oiseau vient beaucoup plus facilement, parce qu'ils sont vraiment conscients du regard qu'on a, de l'intention qu'on va avoir dans le regard, la direction du regard aussi. Et du coup, en ville, avec les corneilles, c'est assez amusant à voir, quoi. Elles peuvent être à 1 mètre au-dessus des gens sur leur bord de fenêtre, les gens passent en dessous, les voient pas du tout, et quelqu'un va d'un seul coup les regarder, et là, elles décollent, quoi. C'est tout de suite... Donc ils sont sensibles au regard, des humains notamment, ouais. Les corneilles sont pas très appréciées, hein. On leur tire encore dessus à coups de fusil, on les empoisonne, etc. Dans notre culture, dans l'inconscient collectif, je sais pas, il y a quelque chose qui fait peur avec la corneille, une espèce de mystique un peu bizarre. On n'aime pas les corbeaux généralement, ils font peur, on ne sait pas forcément pourquoi, mais ils font peur, ou parce qu'ils sont charognards, donc c'est un peu rebutant, ou il y a une légende ou une histoire qui est quelque chose qui va être dans nous, jouer sur nos craintes. De toute façon, ça je pense que c'est ancré profondément en eux, le fait qu'on leur tire dessus et qu'on les chasse de partout depuis des générations et des générations. Alors peut-être que sur les corneilles qui vivent maintenant sur des grandes villes, dans quelques générations ça va complètement disparaître et on pourra les avoir d'encore plus près. Mais déjà elles viennent assez près, ouais. Elles viennent assez près. Mais on reste méfiant. C'est aussi par intelligence. Ils ont des raisons de se méfier. Corvidés se transmettent des informations d'une manière qui est pour le moment encore assez mystérieuse. D'ailleurs, on n'a pas encore bien analysé ça, même pas du tout. Ils savent se transmettre des informations très précises, on ne sait pas encore comment, donc ils ont de toute façon un langage beaucoup plus élaboré qu'on le croit, un langage qui n'est pas forcément d'ailleurs verbal, mais ils savent se transmettre des informations. Au niveau de la mémoire, ils sont vraiment très très impressionnants. Et aussi de la capacité de déduction, c'est pas simplement enregistrer, c'est apprendre par rapport à ce qu'ils ont. Ils ont un cerveau qui fonctionne très rapidement, ils utilisent leur mémoire à bon escient. Ils ont la faculté aussi de pouvoir se reconnaître dans un miroir, enfin voilà, des démonstrations d'intelligence, il y en a plein chez les corvidés qui sont vraiment très très impressionnantes, quoi. Et qui sont pas liées forcément à la taille du cerveau, comme on l'a cru pendant longtemps. Il y a une étude assez récente là qui a montré que les oiseaux avaient entre 2 et 4 fois plus de neurones que les mammifères sur un même volume de cerveau. Donc 4 fois plus de neurones, forcément ça fonctionne mieux. Maintenant il faudrait démontrer que le nombre de neurones fasse qu'on est plus intelligent, mais en tout cas voilà, c'est des choses qui ont été démontrées récemment. Bayo par exemple, qui est très souvent dans des théâtres, dans certains lieux, je me permets de laisser la porte ouverte de là où est la volière, et même il utilise les miroirs pour nous voir arriver du couloir, ce qu'il ne peut pas faire de quand il est dans la volière, quoi. Voilà, il y a des exemples comme ça qui sont assez étonnants. Ils sont capables de déduire énormément de choses, les corvidés.